Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Hop. Bonjour Morgane. Salut Amandine. Alors, on va attendre deux petites minutes que tout le monde se joigne à nous. Je vois qu'on a déjà 28 spectateurs, c'est chouette. Je vous ai mis un petit message dans le chat. N'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien, nous voyez bien, si tout se passe bien pour le partage de présentation aussi. Ça permettra. Super, merci Guillaume. J'en profite tant qu'on attend du coup 2 petites minutes. Est-ce que parmi ceux qui sont déjà présents, est-ce que vous êtes déjà habitués, vous êtes déjà venus à nos webinars? Comme moi, c'est mon premier que j'anime, je suis curieuse de savoir si on a des habitués. Merci Tania pour la confirmation. Catherine. Alors, merci Elisabeth. OK, Guillaume, premier. Bon, je me doute qu'on ne sera pas avec des habitués, mais c'est pour savoir un peu qui on a. OK, merci Christine, super. Très bien. Bon, comme je disais, on attend 2 petites minutes. Je pense qu'on va démarrer à 17 pour ne pas perdre trop de temps non plus, mais laisser un peu à tout le monde le temps d'arriver. Hop. Je vois que là, on est 37. Encore une petite minute. Là. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui se connectent. Hop. Bonjour Ilzem. Je reconnais des noms de participants à nos promos. C'est chouette aussi de vous retrouver ici. Bonjour Pascal, bonjour Denise. Bon, allez, j'attends encore une petite minute et on va pouvoir démarrer. Hop là. Hop. Bienvenue à tous. Allez, encore 30 secondes et on va lancer. Bonjour Charles, bonjour Victoria. Ouais, ça fait plaisir de voir des noms qu'on connaît. Hop. Allez. Je vois qu'il est 12h18, on va démarrer. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire donc dédié justement aux pièges à éviter pour devenir consultant RSE. Je suis très contente de vous rencontrer, de vous retrouver pour ceux que je connais et surtout d'accueillir donc Morgane Lecomble qui est consultante RSE et fondatrice du cabinet de conseil Poppy Consulting. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui fait ça pour en parler. Je pense que c'est le mieux. Avant de démarrer, je vais vous proposer un petit sondage pour savoir un peu qui vous êtes. Comme ça, on va voir un peu de quel secteur vous venez et puis connaître aussi un peu le public à qui on s'adresse. C'est toujours plus chouette comme ça. Donc là, normalement, il y a un petit sondage qui vient de se lancer. N'hésitez pas à cliquer. Je vais laisser une petite minute et voilà. Mais comme ça, on verra un peu la tendance. OK. Je vois qu'on a pas mal de gens, du coup, en reconversion, en recherche d'emploi. Donc, ça va aussi peut-être répondre à certaines de vos questions et peut-être que vous êtes aussi intéressés sur comment devenir consultant. Donc, tant mieux. J'espère qu'on va pouvoir répondre. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez le faire via le chat à l'écrit. Et je tâcherai de les transmettre à Morgane au fur et à mesure. Ou sinon, de toute façon, on fera une petite session à la fin s'il y a des choses qui vous reviennent. Hop là. Alors, je pense qu'on va pouvoir clôturer le sondage. Et donc, en effet, on a une grosse proportion, plus de la moitié qui sont en reconversion en recherche d'emploi, entrepreneurs ou freelance aussi un petit peu. Donc, on va voir et j'espère que du coup, ça répondra à pas mal de vos questions. Je vais laisser ouvert le sondage pour ceux qui arrivent au mieux petit temps et puis je le fermerai après. Donc, allez. C'est parti. Donc, comme je vous le disais, on est là pour le webinaire sur les pièges à éviter pour devenir consultant RSE.
Et avant de passer la parole à Morgane, je vais faire une rapide présentation pour vous présenter aussi qui on est et ce qu'on fait. Donc, moi, je suis Amandine Fagot, responsable pédagogique d'Indigo, donc l'école de la responsabilité et de la durabilité au sein du campus de Maria Schools. Donc, Maria Schools, c'est un campus qui vise à former des professionnels tout au long de leur carrière, donc dans des sujets comme la stratégie, la tech, le no-code, le growth ou encore la RSE. Et donc, pour ça, on a 3 écoles. Donc, Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale, Maestro, l'école de la tech et du no-code, et Indigo, du coup, l'école de la RSE. Donc, pour vous parler plus précisément de thématiques aussi qu'on fait aujourd'hui et donc pourquoi on propose ces webinars, c'est que donc Indigo, comme je vous le disais, est l'école de la responsabilité et on a à cœur chez Maria de proposer des webinars gratuits de ce type-là pour amener de la matière, donner aussi du contenu à nos participants, mais aussi en externe. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et donc, aujourd'hui, chez Indigo, on a une formation, un bootcamp qui est certifiant, donc qui dure 10 semaines. Et on a à cœur vraiment de se dire que pour nous, pour apprendre, il faut faire. Donc, on est sur de la mise en pratique, des études de cas, et c'est vraiment très concret. C'est pour ça que je vous mets 70% pratique. En fait, pour chaque thématique, vous avez du e-learning à prendre en amont et du coup à le faire à votre rythme. Et après, chaque session, ce sera de la mise en pratique. Donc, typiquement, bilan carbone, eh ben, on vous demande de faire le bilan carbone d'une entreprise, etc. C'est vraiment le plus et le levier de cette formation, c'est ça. On a déjà fait 6 promotions de ce programme-là qui marche très bien. On est à 300 alumni, on en est très, très fiers. Et du coup, pour vous présenter très rapidement le programme, donc on est sur 4 grandes parties. Les 3 premières vont vraiment être dédiées au cœur de la RSE et ça va en fait un aspect, une vision chronologique qu'on s'est fait, à savoir l'avant, le pendant et l'après d'une mise en place d'une politique RSE. Et donc l'avant, on va retrouver tout ce qui est diagnostic, donc à savoir l'audit, la veille, l'analyse de matérialité, les certifications, le bilan carbone, toutes ces choses-là. On va poser aussi le cadre réglementaire. On va aussi avoir le pendant, donc à savoir comment on élabore la feuille de route. Donc on va avoir des spécificités métiers avec la biodiversité, le pan RH aussi, l'inclusivité en entreprise ou encore un accent plutôt tech sur tout ce qui est innovation, éco-conception ou achat durable. Là, c'est vraiment des casquettes métiers très spécifiques. Et enfin, on va avoir la partie reporting et communication. Donc, qui va être là, comment embarquer les parties prenantes et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a lancé sa politique. Ce fameux reporting extra-financier aussi, avec bien sûr la CSRD qui prend de plus en plus de place. Et enfin, la communication au sein de l'entreprise et aussi en externe. Et donc, en filigrane de tout ça, comme on est sur des programmes certifiants, mais qui s'adressent à des professionnels, on a vraiment à cœur de vous donner des expertises métiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a des retours d'expérience de responsables RSE, des tips sur votre carrière, sur comment justement pitcher pour ceux qui sont en reconversion, comment ça se passe, etc. Et comme je vous disais, la formation est certifiante. Donc, à la fin, il y a un grand jury et donc une évaluation. Pour les intervenants, je ne vais pas tous vous les présenter, mais c'est pour que vous ayez un peu un panel des intervenants qu'on a sur nos programmes et donc qui reviennent de façon assez récurrente. Et comme je vous le disais, on a un aspect très pratique et on a des experts métiers. En fait, ils en font dans leur travail et ils viennent en fait vous parler de comment ils l'appliquent et ce qu'ils font d'expertise. Donc typiquement, on va avoir Marc Perrin qui était à l'époque directeur éco-conception chez Decathlon et maintenant qui est chez Salomon, qui vient vraiment nous montrer comment il s'organise avec ses équipes pour faire justement de l'éco-conception. On a Pierre-Louis chez Schneider Electric qui fait le bilan de carbone. Enfin voilà, on a vraiment des profils experts et donc c'est aussi ça, les sessions, c'est être en contact avec ces personnes et échanger sur ce qu'ils font dans leur métier, concrètement. Donc voilà. Et enfin, on arrive justement à la fin de ma petite présentation. Comme je vous le disais, on a une session qui vient de démarrer là lundi, donc la 6e, et donc la prochaine édition sera début janvier. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Cyrine à ce sujet, donc il y a ces coordonnées-là. Et du coup, je vais en profiter pour vous envoyer aussi un petit sondage pour savoir si vous envisagez de vous former à la RSE, du coup, quel format, etc. Et si oui, du coup, est-ce que c'est avec nous, d'autres formations, ou peut-être en autodidacte. Voilà, c'est aussi important pour nous de savoir où vous en êtes, si c'est juste aussi pour savoir pour votre culture personnelle. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Donc j'ai lancé le sondage, je vois qu'on a déjà des petites réponses, on est à 50% en effet qui réfléchissent, ok, 30% qui sont oui, je vais me former. Bon
On verra si je vous retrouve sur une prochaine promotion. En tout cas, ce sera avec plaisir. Et du coup, je lance l'autre sondage. Hop. Et pour savoir comment vous envisagez, justement, comme je vous le disais, si notre bootcamp vous intéresse, le format du coup en ligne. Alors, il faut savoir qu'on a 2 sessions en présentiel justement pour lancer l'esprit de promotion. Mais du coup, voilà, vous savoir s'il y a d'autres formations, en autodidacte. Enfin voilà, c'est vraiment libre. Hein, c'est plus pour avoir un peu la tendance et vos avis. Et puis, dès que c'est bon, je vais pouvoir clôturer les sondages et passer la parole à Morgane. Je vous laisse encore une petite minute. Hop. Alors, je vois qu'il y a une petite question de Christine en attendant sur le chat. Cette formation est-elle destinée aux particuliers ou faut-il être en place dans une entreprise? Alors non, c'est vraiment dédié aux particuliers. Aujourd'hui, nos formations, on fait des promos d'une vingtaine de participants et donc c'est que des particuliers qui viennent justement, donc soit dans un processus de reconversion ou alors plutôt, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est des personnes qui ont déjà leur expérience et qui veulent ajouter cette casquette RSE, mais qui savent pas forcément par où aller. Du coup, ça permet, comme je vous le montrais avec le programme, d'avoir une overview un peu de tous les secteurs, de tous les métiers qu'on peut retrouver dans les RSE, parce que c'est très large, et savoir aussi ce qui vous plairait et comment le rendre activable. Donc, on est vraiment destiné à des particuliers. Alors, le taux d'insertion de nos alumni, comme je disais, ça dépend en fait du projet. Il y en a qui viennent vraiment en reconversion. Donc, aujourd'hui, la formation... Merci Anaïs. Qui fait de la pub, je sors de cette formation, c'est génial, je conseille. Et du coup, sur le taux d'insertion, la formation, elle a moins d'1 an pour l'instant. On l'a démarré en début d'année. Donc, on est en train de faire les retours, mais on a déjà pas mal d'alumni qui nous disent super, j'ai trouvé un poste dans telle entreprise, etc. Et donc, au début, on est plutôt sur des chargés de projet RSE ou même, comme je vous le disais, des personnes qui, avec leur casquette, qui faisaient par exemple des achats et qui se tournent plutôt vers les achats durables. Voilà. Donc, voilà. Ok, je crois qu'on va pouvoir clôturer du coup les sondages et je vais te laisser la main, Morgane. Hop, je vais peut-être te laisser repartager aussi. Hop, donc voilà. Comme ça sera. Yes. Parfait. Bien, écoutez, on va se lancer. Ravie de vous avoir tous et toutes. Ça va être compliqué de faire connaissance, mais je vais au moins, moi, tâcher peut-être de me présenter. Alors, je vous partage mon écran. Et je vous laisse juste me dire dans le chat si tout est OK pour vous. Attends, je vérifie rapidement. Tu me le diras comme Oui, je te le dis. Là, je vois. J'ai pas mon double écran avec moi. Donc, je partage. Non, je vois bien tes slides. Ok, donc, super. je pense que pour les Et participants, a c'est pareil. priori, le son et l'image est bon pour tout le monde. Ok, trop cool. Même si Amandine m'a introduite, peut-être pour me présenter en quelques mots et on pourra échanger un peu plus sur mon parcours. Si vous avez des questions, là, c'est peut-être pas trop l'objet de cette session-là. Donc moi, Morgane, j'ai créé Poppy Consulting il y a presque 2 ans et demi. Je viens de l'univers startup. J'ai travaillé 3 ans comme office manager, puis responsable RSE dans une startup parisienne qui a pas mal scalé, qui s'appelait We Do Gift, qui s'appelle maintenant Glady, qui fait des avantages salariés dématérialisés. Donc voilà, donc je suis partie suite au rachat de cette entreprise par le groupe Sodexo. Et j'ai monté Poppy. Aujourd'hui, c'est un cabinet qui accompagne principalement des belles PME ou des petites ETI. Et voilà, sur des missions assez diverses, principalement sur de l'accompagnement, de labellisation, évaluation, type EcoVadis, type Bicorp, et cetera. Mais il m'arrive aussi de faire des missions, notamment un peu plus RH, donc des diagnostics, des baromètres sociaux, ce genre de choses. Voilà, et je suis organisme de formation, depuis juillet dernier, mais ce qui ne m'empêche pas de travailler avec Indigo avec grand plaisir, sur lequel j'interviens parfois dans des jurys ou sur des sessions de formation. Alors, je vais vous mettre à contribution et du coup, désolée Amandine, je vais devoir te laisser un peu me dire ce qui ressort. Donc pour vous, le fait de se lancer, de devenir consultant ou consultante RSE, qu'est-ce que vous pourriez voir comme principaux pièges ou principaux enjeux, en tout cas, sur lesquels il faudrait être attentif et attentive pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis et pour commencer du bon pied?
pouvez mettre vraiment en popcorn toutes vos idées dans le chat et je laisse Amandine donc me les commenter. Oui, alors, je vous laisse me dire et moi je lirai vos réponses surtout dans le chat du coup. Toujours un petit décalage entre le moment où on écrit et quand ça arrive. Et après, ça ne va plus s'arrêter, je le sais, c'est toujours comme ça. Oui, c'est ça. Alors, Émilie nous dit déjà, on a le syndrome de l'imposteur. Vincent nous dit avoir un bon réseau. Cécile nous dit ne pas s'éparpiller. Je ne sais pas si tu veux les noter ou. Oui, je me les note. Ah, ok. Donc, on a le syndrome de l'imposteur, avoir un bon réseau, ne pas s'éparpiller. Ildem dit que les sujets sont vastes, donc comment se spécialiser. Philippe rejoint aussi dessus. Sonia qui nous parle de la posture avec la monétisation de la prestation, trouver son premier client, créer le réseau. Emmanuel, avoir du réseau, être expert. On a Guillaume qui parle plus technique, avoir une feuille de route claire. En effet. Alice, complexité de créer son offre et sa grille tarifaire. On reprend un peu c'était dit au-dessus. Calibrer le tarif, le réel. Anaïs, cibler une expertise. Donc, on parle un peu de spécialisation. Cassia, être trop dans la récolte de données et pas assez dedans. L'analyse, la proposition de solutions à ses clients en tant que consultante RSE. Il y a aussi la posture de pédagogue qui revient chez Anaïs. Philippe qui nous dit l'argumentaire face aux réticences. Bon, on a plein de choses en tout cas. Je me dis, ça va être tout le temps comme ça. Ensuite, Pascal qui pose une question, à savoir les chefs d'entreprise sont-ils motivés en dehors des contraintes et obligations? Je pense qu'en effet, c'est un bon point aussi, savoir si on embarque le top management ou pas. Une bonne communication avec l'expertise. Abdelaziz, c'est vrai que c'est pas tout d'avoir l'expertise, il faut aussi savoir bien vendre. Et la force de conviction. Bon, je pense qu'on a pas mal de choses, Morgane. On pourra certainement pas tout, ouais, mais c'est déjà un bon panel. Yes, je m'attendais pas à autant de choses, donc merci, vous m'avez donné du grain à moudre pour vous donner une petite idée visuelle. En rose, c'est ce qu'on est censé aborder, et puis en bleu, c'est ce que vous avez rajouté. Donc ça va faire pas mal de choses, mais normalement, on devrait reprendre tous vos points. Ce que je vous propose ici, donc effectivement, ce dont on va parler, mais bien sûr, il y a d'autres sujets. C'est aussi que le temps est contraint et qu'on est allé à l'essentiel. On va parler de l'image, l'image, la posture du consultant ou de la consultante, et peut-être ce qu'on attend de vous. On va parler de cette fameuse question de la spécialisation. Petit spoiler alerte, je ne suis pas forcément d'accord avec l'avis majoritaire qui est qu'il faut se spécialiser. On va bien sûr parler de réseau, ultra important. On va aussi parler, d'ailleurs, je crois que personne ne l'a mentionné, donc c'est drôle, mais on va parler de formation et de veille. On va bien sûr parler de la dimension business, donc tout ce que vous avez dit autour de la grille, de l'offre, de la stratégie, des outils peut-être, etc. Sans faire de pub. Et puis moi, je vous parlerai d'un petit, en bonus, en fait, je voulais juste un peu ouvrir les chakras sur quelque chose. C'est un petit teaser pour vous garder jusqu'à la fin de ce webinaire et pensez à utiliser cette chose cet petit outil pour garder aussi vos prospects et clients en haleine. Et peut-être une première chose qui n'était pas forcément prévue, mais je trouve que la question mérite d'être traitée et évacuée rapidement. C'est cette question sur est-ce que les chefs d'entreprise sont convaincus, sont difficiles à embarquer, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus par expérience, c'est que, en fait, si vous arrivez là, c'est que forcément la direction est déjà convaincue. Pour moi, l'enjeu de vraiment faire du politique et engager dans une démarche, ça se fait plutôt sur l'interne. Ça va être, peut-être, je sais pas, des personnes côté RH, côté marketing, parfois côté direction commerciale, qui vont mettre en fait cette pression ou parfois du côté aussi des collaborateurs, qui vont mettre une pression, si besoin est, au management pour se lancer dans une démarche RSE. Au moment où on vous active et que vous partez en mission, ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une volonté de faire de la RSE. Et après, il y a une autre question sous-jacente qui est: est-ce que c'est une démarche qui se fait de bonne foi parce qu'on a envie de faire de l'impact positif et de sauver le monde, ou est-ce que c'est une démarche purement commerciale, purement économique, et cetera? Moi, à titre personnel, en fait, ça m'est égal parce que, à partir du moment où
l'entreprise m'ouvre sa porte et qu'on va mettre en place une démarche, bah, peu importe ce qui la motive, on va devoir mettre en place des bonnes pratiques, on va devoir formaliser, on va devoir, mettre des objectifs, fixer des objectifs, définir des KPIs pour le suivi, mettre en place, voilà, de la sensibilisation et cetera, et tout ça fait que, peu importe la raison qui a amené l'entreprise à faire de la RSE, bah, elle va être obligée d'être conforme si elle veut être crédible et si elle veut avancer parce que, bah, vous le savez très bien, ça va hyper vite pour les entreprises de se faire taxer de pink, greenwasher, et cetera. Voilà, c'était le premier sujet. Je sais pas si ça a fait réagir dans le chat, ou pas? Pour l'instant, pas. J'ai OK. pas de Eh bien, je vous propose donc qu'on se lance avec, le 1er thème qui est, l'image du consultant ou de la consultante. Je suis partie du postulat que les personnes qui se trouvent ici sont, des personnes qui a priori n'ont peut-être pas forcément vocation à devenir consultants ou consultantes dans d'énormes, cabinets, des McKinsey et compagnie, mais plutôt à rejoindre des entités, un peu plus, modestes, beaucoup plus modestes, voire, sont des personnes en freelance. Et donc, pour ça, mon premier point, c'était, vraiment au niveau de la posture. Les entreprises avec lesquelles vous allez travailler sont, du coup, des entreprises qui n'ont pour la plupart pas internalisé leur, de direction RSE, voire elles n'ont personne sur la RSE. Donc en fait, elles s'attendent à ce que vous soyez des doueurs. Elles s'attendent à ce que, pas seulement à ce que vous arriviez, vous fassiez, un petit état des lieux, une petite analyse en disant: «Bon, bah, très bien, ça serait bien de faire ceci, ça serait bien de faire cela». Les entreprises, vous paient parce qu'elles souhaitent que vous participiez à la production, de politiques s'il le faut, que vous sensibilisiez s'il y a besoin, que vous créez moi, il m'arrive très souvent de créer, des procédures, des protocoles, voire, des actions de formation personnalisées pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment, je le dis parce que j'ai reçu en stage, donc une étudiante, il y a quelques mois, et dans la conclusion de son stage, ce qu'elle me disait, c'est: «Bah, moi, je me faisais une image du conseil RSE, qui était vraiment cette idée de: je vais dans les entreprises, je fais mon petit état des lieux et puis je fais mes recommandations et je pars». Bah, ça, je pense que c'est une vision, voilà, très grand cabinet, de conseil, grande multinationale, et c'est une vision qui est pas du tout, celle qu'il faut avoir pour, bah, si vous vous lancez, en tout cas, dans une structure plus modeste ou à votre compte. Heu, je sais pas si ça, pareil, si c'est des choses qui vous semblent, que vous aviez en tête, si peut-être certains peut-être viennent du monde du conseil et peuvent faire des inputs dans le chat ou pas? Ouais, on a 2 retours déjà, donc Céline qui dit: «Tout à fait la vision d'OR», elle te rejoint, et Philippe qui dit: «Nous sommes là aussi pour dégager du temps aux clients». Donc c'est là aussi où du coup ça vient, Oui, accentuer ce que tu donnes. ouais, clairement. Clairement, moi, enfin, honnêtement, 90%, 95% de mes clients sont vraiment, voilà, sont vraiment là-dessus. On n'a pas de temps, on a assez peu de ressources aussi, ou en tout cas, on n'alloue pas des budgets de 50 000 € pour avoir, des rapports et cetera, et on n'a pas la compétence. Et donc vous, vous êtes vraiment, en fait, la pierre angulaire qui vient apporter ça, la compétence, le gain de temps comme tu le signalais, et puis, bah, économiquement, qui leur permet quand même de s'en sortir et de lancer les projets. Ensuite, bah, ça m'amène sur un autre sujet qui est le sujet de la spécialisation. Je vous ai un peu spoilé tout à l'heure, mais donc selon vous, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas tant de savoir si, selon vous, il faut se spécialiser, mais plutôt pourquoi? Si vous pouviez, voilà, me remonter un peu quelques raisons, et ça nous permettra, en fait, de creuser sur pourquoi oui ou non. D'ailleurs, enfin, même pourquoi oui ou non, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas forcément. Alors je regarde dans le chat. C'est vrai que c'est un vrai sujet, la spécialisation. Hop. Alors pour l'instant pas de retour, mais il faut le temps encore. En Alors, tout cas, c'est ce qui ressortait pas mal, ouais, dans les en premières intro, ouais. questions, ouais. Alors ça y est, ça arrive. Donc Abdelaziz est bien d'accord avec, le fait de se spécialiser. Elisabeth: une personne ressource doit plutôt avoir une vision élargie pour adapter son accompagnement à la spécificité de l'entreprise. Donc là,
tout le monde. Jessica, non, plutôt vers une vision ouverte et de bon sens sur tous les sujets. Alice, trouver du boulot plus facilement, car sinon trop vaste, c'est aussi un sujet, spécialisation. Karine, qui nous parle de la sophistication des réglementations. Donc, se spécialiser permet aussi peut-être d'être plus à même de suivre tout ça. Cécile, pour accompagner les TPE et PME, il me semble préférable d'être touche à tout et débrouillard pour mieux s'adapter. Donc oui, ça dépend en effet de la cible. Guillaume qui dit quand même que ça permet de mieux cibler ses missions. C'est un spécialisé, de ce que je comprends. Mélanie qui prend un cas donc très spécifique, car un consultant CSRD ne sera pas la même chose qu'un consultant carbone. Sonia, pas nécessaire car RSE touche à tous les départements, donc embarquer tous les salariés. Voilà, on voit que... mais bon, il y a cette diversité aussi qui revient de sujet, à se dire que c'est dur de tout suivre, vu que la RSE évolue aussi constamment. Parfait, je vous remercie. Si j'avais un bingo, j'aurais pu tout cocher et c'est très cool aussi, vous pouvez constater entre vous que les avis sont très divergents. C'est vous dire la pluralité aussi des profils, avec lesquels vous allez, travailler, sur ce marché-là. Donc moi, effectivement, je n'ai pas choisi, par exemple, de me spécialiser. Donc je suis pas une fervente, défenseuse de la spécialisation. En revanche, j'y vois bien des avantages et à l'inverse, il y a aussi des inconvénients à ne pas se spécialiser. Là, l'idée, ce n'est pas de vous dire que l'une ou l'autre, est bonne, enfin que l'une est bonne et l'autre mauvaise. C'est plutôt de faire ce petit état des lieux et en fait, ça va vous permettre, vous, de réfléchir en fonction de tous ces indicateurs, de qu'est-ce qui est préférable pour vous. La première des choses, effectivement, enfin l'une des premières choses, ça a été cité, c'est la cible. Donc en fait, si, demain vous décidez de travailler, avec, des grands groupes, parce que vous vous dites par exemple un grand groupe, ça va peut-être avoir, plus de budget, plus de ressources et cetera. Ce sont peut-être des missions long terme, ça m'intéresse. Des grands groupes vont déjà avoir des services RSE, vont déjà avoir des personnes pour instiller de la vision et avoir, justement cette approche généraliste et large. Donc effectivement, vous avez une vraie valeur ajoutée en étant des spécialistes de tel ou tel sujet. Exemple, grand spécialiste ou grand spécialiste de la CSRD. Bah, bien entendu, là, vous pouvez, du coup targeter plus facilement. À l'inverse, si vous ciblez, vous l'avez bien compris du coup, des PME, enfin voire des TPE, moi je travaille avec des TPE aussi, donc TPE, PME ou petites ETI qui a priori n'ont pas forcément internalisé, qui, je caricature, mais c'est vraiment comme ça que moi les clients se présentent à moi, c'est: «Bonjour, on a envie de faire de l'impact, on a un peu envie de se démarquer de nos concurrents, on a fait une fraise du climat et on a des gobelets en carton à la machine à café, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, en fait, quand une boîte vient et qu'elle me dit ça, si j'ai pas une approche généraliste, c'est ultra compliqué de l'embarquer. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est premier critère, quelle va être votre cible? Et ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment important de la définir parce que vous allez pas du tout avoir le même wording que vous vous adressiez à l'une ou à l'autre. Donc première chose. Ensuite, je déroule un petit peu. Je pense que donc si vous n'êtes pas spécialisé, pardon, Heu, cet avantage, en fait, à être généraliste, c'est qu'on peut quand même se positionner assez facilement sur pas mal de missions parce que, on en parlera peut-être après dans le réseau, mais, il y a vraiment de nombreuses plateformes ou de nombreuses, heu, entités avec lesquelles vous allez pouvoir interagir pour trouver des missions plus RH, des missions plus achat. En fait, si vous avez déjà alors quand je dis vernis, c'est pas du tout dans le sens péjoratif, mais dans le sens où vous n'êtes pas expert, mais si vous avez déjà ce vernis un peu complet, bah, je pense que ça vous ouvre plus de portes. En revanche, il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle et ne pas se présenter comme expert, voilà, expert de tout parce que finalement, le risque, c'est vraiment que vous, en termes de réputation, vous veniez à vous griller. Si, moi, je me présente jamais comme une experte CSRD, une experte bilan carbone, une experte, de tel ou tel sujet. Je vais simplement je vais simplement donner des éléments factuels. Bon, bah, oui, je suis formée, au bilan carbone et je suis capable, et habilitée à vous en faire. Je me sens pas particulièrement experte s'il s'agit de définir, une trajectoire, bas carbone, sous tel ou tel sujet. Je suis formée à l'analyse de cycle de vie, mais je me sens pas forcément experte sur tel ou tel produit à pouvoir vous faire des recommandations. Donc en fait, c'est vraiment cet enjeu de pas se positionner comme expert
Et deuxième enjeu, je l'ai pas noté, du coup d'avoir dans votre, on va en parler après avec le réseau, mais d'avoir en fait ce carnet d'adresses avec des personnes vers qui vous allez pouvoir flécher quand vous aurez atteint les limites de vos compétences. Ça m'arrive pas souvent parce qu'en général, moi, les entreprises avec lesquelles je travaille à nouveau, elles savent qu'on est là pour poser, les jalons, formaliser les politiques, les objectifs, lancer les premiers, créer un plan d'action et lancer les premières mesures. Donc ça ne pose pas de problème. Mais effectivement, quand on arrive sur des sujets plus techniques, bah, moi, tout simplement, je sais que j'ai une telle, un tel, une telle, un tel, sur chaque sujet, qui sont des personnes vers qui je peux renvoyer. Donc Et voilà. j'ai une petite question Ouais. à ce sujet, Morgane. Philippe qui se demande, du coup, est-ce que tu deviens apporteuse d'affaires ou non, c'est vraiment du réseau? Ouais, bah, il y a les 2. Dans ce cas-là, ça, on va en parler un peu, ouais, dans le réseau, mais alors quand vraiment il s'agit d'une opportunité sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé et puis que ça, ruisselle, je dirais, sur, heu, un autre ou une autre consultante, auquel cas effectivement, il arrive fréquemment que je négocie une commission, comme moi-même, parfois par mes apporteurs d'affaires, donc ils perçoivent une commission. Si vous voulez un ordre d'idée, en général, les commissions, c'est entre 10 et 20. Entre 10 et 20, c'est ce qui se fait, fréquemment. Au-delà, je trouve que c'est un petit peu exagéré et en dessous, bah, l'apporteur d'affaires est pas justement rémunéré. 10-20, ça me choque pas, c'est ce qui se pratique. Et puis parfois, il arrive que je le fasse juste gracieusement parce que je sais pas, c'est une opportunité qui m'est arrivée un peu, qui m'est un peu tombée dessus comme ça. J'ai pas fait de travail d'acquisition, j'ai pas investi de temps, j'ai investi 1 heure pour échanger avec mon client ou mon potentiel futur client. Je me rends compte que ça va pas le faire. Je passe la balle parce que, bah, ça sera l'objet de mon bonus, mais je passe la balle parce que justement je me dis: «Je vais pas me faire une commission sur, quelqu'un avec qui j'ai échangé 1 heure». Donc voilà, ça c'est vous, votre éthique, votre façon de faire. Et sur la spécialisation, mon point il est justement que, d'une part, vous pouvez, heu, alors vous aurez peut-être un peu moins de missions, mais par contre, ça peut être des missions, un peu plus longues. Bon après sur la rémunération, ça va dépendre, mais ça peut être des missions, ouais, un petit peu plus longues d'accompagnement. Ça vous permet aussi de beaucoup mieux vous vendre parce qu'en fait, du coup, si vous faites un peu de personal branding sur les réseaux, sociaux, ce que je vous recommande sur LinkedIn, c'est beaucoup plus facile. Vous savez que vous allez publier, voilà, je suis experte bilan carbone, bah, je sais que je vais publié exclusivement ou presque sur ce sujet et en fait, je suis beaucoup plus identifiable par mes futurs clients. Donc ça, c'est un vrai plus. Moi, par exemple, j'ai mis un peu de temps à être identifiée comme généraliste parce qu'il y a quelque chose d'un peu, négatif dans cette idée de dire qu'on est généraliste. Par contre, donc un point sur lequel il faut être ultra attentif quand si vous vous spécialisez, c'est à choisir, le bon domaine parce qu'en fait, vous pouvez vite vous retrouver un peu, dans un corner. Je suis désolée, je fais beaucoup d'anglicismes, dans un coin et le problème avec ça, c'est qu'une fois que vous êtes identifié avec cette casquette: «OK, cette personne est experte des, ateliers fresques du climat et elle ne fait rien d'autre», bah, c'est parfois difficile aussi de sortir de cette case-là. Donc mon point, c'est d'être justement ultra attentif à ce qui se fait et là, typiquement, vous avez sans doute énormément entendu parler de la CSRD, comme on a entendu énormément parler il y a quelques années du bilan carbone. Hem, Aujourd'hui, si je devais vous donner des pistes, par exemple, c'est très personnel et d'ailleurs je suis, ouverte au débat si vous voulez en parler. Aujourd'hui, moi, des pistes de spécialisation, en tout cas, ça serait donc du côté de la réglementation, je pense qu'il y a vraiment des bonnes ch des il y a vraiment de la place. Du côté du bilan carbone, je pense que c'est très difficile, sauf si vous avez déjà un réseau, mais si vous ne l'avez pas, je vous recommande pas d'y aller parce que, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe énormément de solutions, intégrées avec des reporting, ultra propres et cetera, en ligne qui proposent ça. Pas faire de pub, hein, mais vous connaissez, je pense tous, les Karbo, les Greenly, les Samy et cetera qui font, des choses, parfois très bien, parfois moins bien, mais en tout cas qui proposent à des tarifs très avantageux, et sur lesquels vous pourrez pas être compétitif, des bilans carbone. Sur la sensibilisation, ça, c'est pareil, il y a pléthore d'ateliers.
J'ai mis la fraise du climat parce que c'est la plus connue, mais je pense que vous en connaissez, énormément. Et là-dessus, les consultants que je connais qui ne font que ça, ont énormément de difficultés à vendre, soit parce que justement, bah, des ateliers type fresque sont déjà pas mal connus, donc ça devient difficile d'être compétitif parce que tout le monde a plus ou moins les mêmes prix et cetera. Donc comment je prouve ma valeur ajoutée? Et soit parce qu'elles sont spécialisées sur des ateliers pour le coup qui sont pas vraiment pas connus et en fait, il y a un travail d'évangélisation à faire qui n'est pas rémunéré et qui prend énormément de temps. Donc ma reco sur la spécialisation, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à l'avenir de bah, de la solution, du produit sur lequel vous allez vous spécialiser. Il y en a là qui sont déjà un peu, experts de certains sujets ou qui si vous avez des questions en particulier sur des choses Alors j'ai Cécile qui là-dessus. demandait sur la CSRD ton avis. Est-ce que c'est, pareil, déjà un peu bouché ou? Hem, sur la CSRD, je pense que c'est pas encore bouché. Par contre, il faut y aller, enfin, c'est le momentum, hein, là, la CSRD, on est en Ouais, plein dedans, donc il faut y aller maintenant et en revanche, c'est Cécile, hein, c'est ça? oui, C'est oui, ou Céline? Bon, Cécile, oui, en revanche, 2e. Cécile, il existe là, il y a énormément de solutions avec IA intégrées qui sont en train de sortir sur la CSRD. Tu as, notamment Good Steps, tu as, une autre, dont j'ai oublié le nom, je l'ai regardé juste avant de venir, qui commence à faire, pas mal de bruit. Donc le risque, c'est voilà, c'est que ces petites solutions en ligne un peu en mode start-up et cetera, finissent par vampiriser, de la même manière que le bilan carbone et toutes les solutions annexes ont un peu vampirisé le marché. C'est voilà, c'est le risque. L'exemple sur, bah, du coup, moi, ma crainte, c'est que dans les années à venir, la CSRD, ça devienne un peu comme le bilan carbone. Je vous donne un exemple. Quand je me suis formée à la méthodo, l'association de bilan carbone nous disait qu'en général, un consultant vend son bilan carbone, pour donner des moyennes, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais 10 à 15 000 euros. Aujourd'hui, des bilans carbone sur les acteurs que j'ai cités précédemment, vous les avez pour une boîte de là, j'ai des clients, ils sont 200-250 personnes, ils ont des bilans carbone pour 3 000 €, 4 000 €. Donc en fait, les calculs sont vite faits. Voilà, sur la spécialisation. J'espère que je vous ai pas démoralisé. Je vous encourage quand même, je regarde l'heure. On a jusqu'à quelle heure? 13 h? On peut c'est 1 heure, on peut avoir 13h15, mais ouais, je te confirme le rythme, on peut J'accélère, ouais. j'accélère un peu. Voilà. Alors, ne pas se former et ne pas faire de veille. Je crois que vous avez parlé de du coup, vous n'avez ni parlé de l'un ni de l'autre et pourtant, bah, c'est, évidemment essentiel. Sur la veille, déjà, je pense que bon, là, je fais un peu de la pub pour Google Alerts, c'est parce que j'ai la suite Google, je suis désolée, j'ai essayé de vous mettre d'autres outils, mais c'est vraiment essentiel que vous fassiez de la veille si vous n'en avez pas déjà. Vous prenez, vos sujets phares et vous vous mettez, des alertes et bon, bah, c'est un peu fastidieux, hein, mais moi, tous les, X jours, bah, en fait, c'est dans mon emploi du temps. Je regarde la veille. Je regarde la veille sur mes mots-clés, voilà, bon, bah, vos mots-clés, vous vous doutez bien, que voilà, RSE, développement durable et cetera, CSRD, bilan carbone, moi, par exemple, j'accompagne sur des ISO en particulier, donc vraiment, ISO 20400, ISO 14001 et cetera et cetera et évidemment, il y a beaucoup de choses à trier, mais ça vaut le coup. Ça peut aussi vous permettre parfois d'avoir un peu d'idées de contenu si vous voulez, faire des publications, donc vraiment, ne passez pas à côté de la veille et la formation, c'est essentiel aussi parce que, bah, comme je ne sais plus qui le disait au début de la session, les non seulement le sujet est vaste, mais en plus la taxonomie évolue, les concepts aussi, se précisent. Donc vraiment, faites attention, bah, ça peut être par Indigo, ça peut être par d'autres organismes, ça peut être en autodidacte ou pas, via des MOOC, des modules. Moi, je suis pas forcément une je j'ai pas suivi de formation de parcours, initial en RSE, j'ai fait de la sociologie, donc rien à voir et et j'ai pas non plus, forcément, le gros diplôme d'une grande école et cetera. Donc et aujourd'hui, vous voyez, en fait, tout fonctionne très bien. Donc je suis pas pro école. Je pense néanmoins que si vous commencez maintenant seulement à travailler sur le sujet et que vous êtes très, très loin de tout, c'est vraiment intéressant de faire une formation. Mais si vous avez déjà commencé
de par votre expérience, de par, votre curiosité à travailler sur pas mal de sujets, heu, je pense que c'est aussi OK de continuer comme ça et vous pouvez être légitime. C'est là, je vous laisse un peu mettre le curseur où vous voulez. Négliger le réseau, évidemment, ça serait, je pense que c'est ça serait l'une des pires erreurs. Le réseau, c'est évidemment, pardon, pas faire de suspense. Le réseau, bah, ça va être évidemment peut-être d'autres entreprises, mais en fait, moi, aujourd'hui, mon réseau, qu'est-ce que c'est? Bah, ça peut être des écoles, des centres de formation avec lesquels je travaille, qui vont pouvoir, bah, comme c'est le cas d'Indigo, hein, qui vont pouvoir m'apporter, m'offrir des opportunités de travail, de rencontrer aussi via des meet-up, des webinars d'autres personnes, donc ultra important. Ça va être bien sûr des cabinets de recrutement, cabinets de placement de candidats. Je pense que vous connaissez des plateformes type Malt, type, People for Impact, Needle, enfin il y en a vraiment énormément, énormément. Donc, pensez à vous inscrire dessus et pareil, participer à des événements. Alors il y a des événements, essayez de participer à des événements, je pense, de taille intermédiaire parce que les classiques, ProDurable et j'ai oublié le grand, qui a lieu chaque année en bon, les événements type ProDurable et cetera, en fait, vous êtes noyés dans la masse, c'est très, très dur de faire des contacts. Moi, je pense que des événements un peu de taille un peu plus modeste dans vos régions et cetera, ça vous permet vraiment d'avoir un réseau, en fait, qui est solide. Tout ce qui est asso, communauté, les 2 tonnes, les fraises du climat et compagnie. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'organismes, publics ou, dans d'autres cabinets de conseil. Organismes publics, moi je pense notamment avec BPI France avec qui, je travaille, avec qui je me suis faite référencer. Ça peut être, un vrai apporteur d'affaires aussi pour vous et des entreprises privées, donc là je vais pas les citer, mais moi je travaille en marque blanche pour d'autres, cabinets de conseil, ou, cabinets de certification. Heu et ça c'est une vraie, c'est une vraie source, de revenus et puis, bah, je vous l'ai déjà dit du coup, participer à des événements. Sur le réseau, vous avez des questions? Ça vous semble clair? Pour l'instant, j'ai pas de questions. Tu parlais des conférences, des conventions et des salons. Il parlait de Change Now du coup et Ah, Convergence. Change Now, voilà, Voilà, c'était à ça que je c'est ça pensais. que tu voilà. Mais et non, Mais Emmanuelle nous dit qu'elle est alignée, ce qu'elle avait en tête, donc pas de OK, surprise là-dessus. super. En tout cas, ouais, là-dessus, bah, diversifiez-vous un maximum. Hem, je l'ai pas cité, mais LinkedIn est un bon créateur de réseau, apporteur d'affaires aussi. Particulièrement pour le coup, si vous êtes spécialisé, parce que vous allez vraiment pouvoir, avoir des postes qui sont, très axés sur votre spécialisation. Mais néanmoins, voilà, soyez actifs sur ce réseau. Je suis pas la meilleure des élèves là-dessus, mais c'est toujours plus facile de donner des conseils que de les appliquer, donc je vous recommande d'être actif et active sur LinkedIn. Alors, ça n'a pas du tout marché. Ah oui, si. C'est important surtout que vous ayez donc si vous vous lancez, une dimension business. Donc là, si vous vous lancez vraiment à votre compte, si vous rejoignez une entreprise aussi d'ailleurs, en fait. Si vous rejoignez un cabinet de conseil, c'est le cas aussi, mais plus encore si vous créez votre structure. Pourquoi une dimension business? On est dans la RSE, nous sommes a priori toutes des personnes engagées. Or l'engagement slash le militantisme, ça peut faire peur. Et en entreprise, bah, en entreprise, il s'agira d'être plutôt corpo, donc vraiment essayer il s'agit pas de se dédire ou de se dédire, mais en tout cas d'être un peu plus lisse dans les discours et surtout, il s'agit aussi d'adopter des arguments qui vont encourager les entreprises à faire de la RSE pour d'autres raisons que: «J'ai envie de sauver le monde parce que c'est bien». Et parmi ces arguments, qu'est-ce que vous auriez en tête pour convaincre justement des entreprises? Alors je vais laisser le temps aux réponses. On avait des petites questions justement sur les autres, comment tu fais pour, te référencer justement chez d'autres cabinets en marque blanche? Donc je pense qu'on y reviendra et il y aura aussi une question après sur, la bonne pratique des tarifs appliqués.
c'est au forfait, à la journée? Voilà, ça, c'est des questions qui reviennent. Alors, pour répondre à ta question, donc, on a réduction des coûts, marque employeur. On peut parler aussi prendre l'avance sur la concurrence, les gains économiques, le bien-être des employés. Emmanuel, une pratique connue, tu déposes ton CV. Non, alors ça, je pense que c'était bon. Ouais. Ça permet de se démarquer. Ouais, dis-moi. Super, vous y êtes, hein, là, Ouais. j'avance aussi parce que je vois le temps Ouais. qui parle trop. Mais clairement, vous êtes en plein dedans. L'idée, c'est évidemment de ne pas faire une liste à la Prévert à votre prospect client. C'est plutôt dans le quand vous préparez votre parce que vous faites du commercial, hein, quand vous préparez votre premier appel, call initial, moi, je vais tout le temps regarder, OK, que fait la boîte? C'est quoi sa taille? C'est quoi son CA? J'essaie d'obtenir un max d'infos comme une sales et je me dis: «OK, bah, à mon avis, c'est quoi ses enjeux? Je pense que cette boîte répond à des appels d'offres. Je pense que cette boîte a des enjeux». J'ai vu un bad buzz, sur Glassdoor et cetera. Donc voilà, moi, ma reco là-dessus, c'est vraiment, vous préparez un peu votre appel, sauf si vous êtes pris au dépourvu, lors d'une, voilà, d'un meet-up ou quoi, là, c'est pas possible. Mais sinon, préparez votre call avec ça pour pouvoir appuyer sur un ou 2 arguments et faire mouche. Parler quand je disais parler le langage des entreprises, je le disais tout à l'heure en rigolant, je fais beaucoup d'anglicismes. Je travaille avec beaucoup de startups. Quand je vais travailler avec, des, organismes plus, de type, des organisations publiques, par exemple, je vais lisser le discours, je vais modifier mon wording, je vais pas faire d'anglicisme. Enfin, c'est très bête, mais vraiment, faut que vous montriez à l'entreprise que, vous êtes la personne, qu'il lui faut parce que vous êtes une personne qui lui ressemble et qui l'a comprise. On va pas parler là des techniques de vente, mais, il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez faire. Donc ça, c'est vous qui rayonnez donc la dimension business vis-à-vis de vos clients et n'oubliez pas votre propre dimension business sur des choses très, très pratiques. Vous allez devoir faire de l'acquisition, vous allez devoir faire de la gestion de projet, vous allez devoir faire de la facturation, vous allez devoir mettre vous-même en place, des process, peut-être des politiques, des conditions générales de vente. Tout ça, ne passez pas à côté parce que ça va vous être ultra utile. Sur l'acquisition, il y a plein d'outils qui existent, gratuits, payants, là vraiment c'est à vous de tester ce qui vous convient. Sur le suivi de projet, pareil, vous pouvez avoir, des petits tableaux, style, enfin, peut-être que certains utilisent déjà, style Notion ou des choses comme ça qui vous permettent vraiment de savoir où vous en êtes ou des CRM carrément si vous avez la possibilité, il y a des CRM qui sont gratuits, qui sont très limités mais qui sont gratuits. Sur la facturation, sur le suivi de vos factures parce que, ça peut arriver très, très facilement d'être, en risque avec un client, tout simplement parce que, bah, vous avez, peu de enfin, vous avez un besoin quand même de fonds de roulement minimum. Vous avez peu, peut-être de revenus à un moment. Le client va prendre du retard, ça va décaler, vos délais de paiement et donc c'est pour ça que c'est ultra important que vous ayez aussi des CGV qui soient solides. N'hésitez pas à demander, des acomptes. Enfin voilà, toutes ces petites choses auxquelles il faut penser parce que, bah, vous avez un business et il faut que ce business tourne. Je sur les tarifs, on va en parler maintenant. Sur les tarifs, donc ouais, il y a 2 options. Il y a 2 options. Moi, je travaille en TJM, donc tout journalier moyen, c'est-à-dire que je viens de dire, «OK, bah, une journée, je la facture tant» et par contre, comme je m'adresse justement à des plus petites structures, PME, TPE, TI, souvent je propose, ça m'arrive parfois de facturer à l'heure, mais sur la base de ce TJM, ou à la demi-journée. Et ensuite, pour le forfait, je suis pour le forfait, je suis partagée. Déjà, le forfait, c'est quelque chose qui vous est imposé par vos apporteurs d'affaires parce que, enfin, moi, je propose pas un forfait, voilà, je propose pas un forfait Bicorp, un forfait EcoVadis parce que, il y a toujours un risque, en fait, à ce qu'on dépasse ou pas le nombre de jours, et que j'ai pas envie de facturer un forfait surdimensionné à mes clients, donc je préfère faire, du sur mesure. Mais voilà, vos apporteurs d'affaires, ça peut arriver assez souvent, qu'ils vous disent: «Bah, moi, je te propose tel prestat et c'est un forfait». Bah, là, je dirais que c'est un peu vous et votre chance. Vous tombez sur le bon prestat, le bon apporteur d'affaires qui est éthique et honnête et qui vous propose un forfait qui est, bah, du coup, grosso modo, il y a pas de dépassement ou très peu ou pas du tout, voire parfois vous travaillez un petit peu moins et du coup ce forfait est fair et puis il y a des apporteurs d'affaires qui,
Je dis pas qu'ils vont le faire sciemment, hein, parfois c'est juste parce qu'ils savent pas non plus, évaluer comment payer, combien payer. Mais, vous allez vous retrouver, moi ça m'est arrivé au tout début, à être payée, du coup, très peu pour une semaine de travail alors qu'on m'en avait vendu 3 et bon, bah, c'est le jeu et malheureusement vous allez avoir vos bons et mauvais, vos good et bad beats, quoi. Et donc, mon petit point bonus là-dessus pour ouvrir un peu aussi, les chakras, donc, bah, vous êtes très nombreux, très nombreuses à vouloir, vous lancer. Moi-même, je constate qu'il y a énormément de personnes, dans mon réseau qui travaillent, comme consultant RSE et mon point là-dessus, c'est que, je pense que à ce stade, on aurait tort de penser qu'on a des concurrents. Je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, toutes les entreprises enfin, ce qu'on est en train de vivre, la transition socio-environnementale, c'est la nouvelle transition numérique. C'est énorme, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que les TPE, PME, ETI ne sont pas encore assujetties, qu'elles demandent déjà à avoir des prestations et ne parlons pas, bien sûr, des grands groupes qui ont besoin de se faire accompagner. Donc en fait, mon point, c'est vraiment, aujourd'hui, on a les coups des franches. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Il y a peut-être un business que vous allez perdre ou vous allez passer à quelqu'un gracieusement, mais dites-vous que vous allez en fait en récupérer un autre parce que, un consultant va se dire la même chose. Moi, c'est vraiment comme ça aujourd'hui que je fonctionne. Ça se fait vraiment en bonne intelligence et j'aime mieux parler de compétiteurs que de concurrents parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on a, enfin ou de concurrents. L'idée, c'est que, bah, il y a des gens qui, comme je vous dis, qui vous apportent du business. Il y a des gens, avec qui vous allez pouvoir travailler pour répondre à des AO ensemble. Il y a des gens avec qui auprès desquels vous ferez de la sous-traitance et donc vraiment, ayez cette approche, plutôt yes man et plutôt, OK, aujourd'hui, c'est pas encore des concurrents et oui, peut-être que dans 10 ans, ça sera complètement saturé et on se revoit dans 10 ans et on en reparle, mais là, je pense que c'est pas le cas. Donc voilà, on a légèrement dépassé, les pièges à éviter, donc comme je vous le disais, sortir de l'image un peu sacralisée du consultant, être un doueur, une doueuse, se spécialiser en fonction de ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de travailler et cetera. Continuer à se former, à faire de la veille, ne pas négliger son réseau, travailler à fond sur le côté business et heu et puis donc vous n'avez pas de concurrents. OK. Merci Morgane. Juste, j'ai 2-3 petites questions, si tu as encore quelques petites minutes. Alors, je vais reprendre dans l'ordre du coup, on a Emmanuel qui se demandait s'il existe des plateformes ou des sites pour connaître un peu les TJM pratiqués en ce moment dans le secteur et s'il y a un peu un recensement de tous les cabinets, ESN, consultants indépendants. Comment tu te positionnes dessus? Là-dessus, tu regardes, moi je vais sur Malte tout simplement. Tu regardes Malte et puis au fur et à mesure donc Malte, c'est MALT pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez y aller même sans vous créer de compte et en fait, vous pouvez voir très rapidement, grosso modo, la fourchette. Les consultants, moi de la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a quelque temps quand même, hein, mais les consultants les plus bas étaient peut-être à 300 € de TJM et les plus hauts à un peu plus de 1 000. Moi, je me mets dans une fourchette intermédiaire. J'essaie de me vendre à 600 de TJM. C'est pas forcément le cas. Donc, faut aussi parfois être prêt à faire des concessions là-dessus. D'ailleurs, un autre tips là-dessus, je vous déconseille de refuser des clients. En revanche, je vous recommande d'essayer de ventiler un peu comme ça votre portefeuille client quand vous avez le luxe de le faire. J'ai des clients clairement que je porte pas forcément dans mon cœur en termes d'énergie, en termes d'impact. Je sais qu'on est plus là pour être très, très, très conforme et c'est pas très sexy, mais ce sont des missions qui me rémunèrent très bien. Donc je conserve quand même ces missions. Mais pour équilibrer aussi moi ma quête de sens et mes chakras soient bien alignés avec ce que je fais, j'ai des clients avec lesquels parfois je vais rogner un peu sur mon TJM. Mais ce qu'on fait, c'est chouette. On parle vraiment d'impact positif. On est sur des gens qui se lancent dans des entreprises à mission, qui se définissent des objectifs ultra ambitieux. Et en fait, ça permet d'avoir un bon équilibre intellectuel. Merci Morgane. On a Cécile qui se demandait si tu travailles une fois chez un client et tu le revois pas ou tu offres des récurrences et par exemple tu fais des points à 1 an ou autre.
Jusqu'à maintenant, j'ai pas forcément offert de points. En revanche, j'ai une récurrence avec mes clients parce que, en fait, heureusement, la plupart du temps, ils sont satisfaits. Donc on finit par se reparler, parfois sous 6 mois, ils vont me poser 2-3 petites questions et je leur réponds. Évidemment, je facture pas ce geste-là, cet acte-là et par contre, ça on essaie de créer une récurrence. Typiquement, quand on est sur du, EcoVadis, en fait, c'est une évaluation annuelle, donc on se dit, je leur laisse un plan d'action et on se dit: «Bon, les amis, on se revoit, dans 1 an ou dans 6 mois». Le but, effectivement, c'est très smart si vous arrivez à créer pas des abonnements du coup, mais cette récurrence-là. Et sur les missions, la plupart de mes missions, elles durent, en moyenne, 3 mois. Mais par contre, j'ai des missions très long terme. Là, j'achève une mission, qui a duré, 2 ans, comme j'ai des missions qui durent, quelques heures parce que c'est juste vraiment du one touch pour un atelier, pour quelque chose. OK. Et petite question sur ton TJM, il dépend pas de la taille du client, de l'entreprise? Non, moi je fais pas ça. Mais, ça me semble je vois pas pourquoi si c'est justifié, ça peut être, légitime de se dire, selon le CA ou selon la taille. OK. Et allez, je prends la dernière question. Comment tu arrives à bien cerner le besoin du client en termes de temps pour bien facturer aussi, pour avoir un peu une première approche, juste? Ça, je suis désolée, la réponse va pas te plaire, mais en fait, ça dépend vraiment de toi et de la vitesse à laquelle tu délivres et de ton expérience sur le sujet. Je peux te donner une petite fourchette. Typiquement là, je travaille sur je fais des rapports d'impact via BPI France pour les entreprises. Ces rapports d'impact-là, je peux les facturer en moins d'une semaine. Ça peut être entre 4 et 6 jours. Des accompagnements EcoVadis, j'en fais, ça commence sur des petits forfaits, vraiment juste de revue et complétion de questionnaire à 2 jours, par exemple, et ça peut aller jusqu'à 8-10 jours. Tout ça réparti sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc là, c'est vraiment vous et votre façon de travailler. De toute façon, il y a forcément un moment où vous allez sous-facturer ou surfacturer. En général, on sous-facture plutôt, mais ça va forcément vous arriver. Et puis, malheureusement, on serre un peu les dents et on se dit qu'on le refera pas la fois suivante, quoi. Je sais OK. pas si c'est une réponse qui est chouette à entendre, mais c'est une réponse honnête. Au moins, voilà, mais c'est ça, c'est aussi ce qu'on voulait, c'est des réponses honnêtes, hein, donc c'est aussi ça d'avoir le retour terrain de quelqu'un qui fait le métier. Donc je crois qu'on va pouvoir clôturer cette session. Merci beaucoup Morgane pour ton partage, pour ton honnêteté aussi, hein, dans les échanges et voilà, j'ai mis ton compte LinkedIn parce qu'il y a des personnes qui se demandaient un peu plus sur ton parcours, ce que tu avais fait, etc. Donc peut-être que tu auras aussi un peu de là-dessus. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. C'était un plaisir de vous retrouver pour ceux que je connais ici. Et puis, à très vite. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Amandine, pour l'orga, ton temps et tout. Super, c'était un plaisir. À très vite, Morgane. Bonne journée. À plus.